Rendez-vous avec la mort par Agatha Christie. Traduit de l'anglais par Louis Postif. Première partie. Chapitre 1er. Un complot. Alors, tu vois bien, il ne nous reste plus qu'à la tuer. Cette phrase flotta dans l'air calme de la nuit, y demeura un moment en suspens, puis fut emportée dans les ténèbres vers la mer Noire. La main sur la poignée de l'espagnolette, Hercule Poirot s'arrêta un instant. Plissant le front, il ferma vivement la fenêtre, afin d'empêcher l'air d'entrer dans sa chambre. Hercule Poirot croyait dur comme fer que l'air extérieur, et en particulier l'air nocturne, était nuisible à la santé, et qu'il valait mieux le laisser dehors. Il tira soigneusement les rideaux et se dirigea vers son lit, un sourire indulgent sur les lèvres. « Alors, tu vois bien, il ne nous reste plus qu'à la tuer. » Par une curieuse coïncidence, le détective belge surprit ces paroles le soir de son arrivée à Jérusalem. « Décidément, partout où je passe, il survient toujours quelque accident pour me rappeler le crime, » se dit-il. Il continua de sourire tout en évoquant une anecdote concernant Anthony Trollope. Alors que cet écrivain faisait la traversée de l'Atlantique, il avait entendu 2 autres passagers discuter le dernier épisode de son roman feuilleton, en cours de publication. L'un des 2 avait déclaré « C'est très joli, mais l'auteur devrait supprimer cette vieille bonne femme. Elle devient insupportable. » Le visage rayonnant, Anthony Trollope s'avança. « Messieurs, leur dit-il, je vous suis très reconnaissant de votre suggestion. Je vais la tuer tout de suite. » Hercule Poirot se demanda ce qui avait provoqué la réflexion qu'il venait d'entendre. Sans doute 2 collaborateurs discutaient-ils la trame d'un roman ou d'une pièce de théâtre. Toujours souriant, il pensa « Notons bien ces paroles. Qui sait si, un jour ou l'autre, elles ne prendront pas un sens plus tragique. » Il lui avait semblé discerner dans la voix une certaine nervosité, un tremblement qui trahissait une vive émotion. Était-ce la voix d'un homme ou celle d'un jeune garçon ? Hercule Poirot, en éteignant sa lampe de chevet, songea à part lui. « Je reconnaîtrais certainement cette voix. » Accoudés au rebord de la fenêtre, Raymond et Carole Boynton, leurs têtes rapprochées, scrutaient le bleu velouté de la nuit. Du même ton agacé que tout à l'heure, Raymond répéta « Alors, tu vois bien, il ne nous reste plus qu'à la tuer. » Carole Boynton eut un mouvement d'impatience, et elle répliqua d'une voix rauque « C'est épouvantable. »« Cette existence ne peut continuer ainsi, » répliqua Raymond avec passion. « Il faut absolument prendre une décision. Et je ne vois pas d'autre issue. » Carole hasarda sans conviction. « Si nous cherchions un moyen de fuir ?»« Impossible, tu le sais comme moi, Carole. » La jeune fille frémit. « Hélas, oui. Je ne le sais que trop, Ray. » Le jeune homme eut un ricanement amer et saccadé. « Les gens nous prendraient pour des fous s'ils savaient que nous ne pouvions faire un pas seuls dans la rue. »« Qui sait, soupira Carole. Nous sommes peut-être fous. » « Si nous ne sommes pas encore toqués, nous le deviendrons bientôt. En tout cas, si on nous entendait, on nous enfermerait tout de suite. Nous voilà tous 2 en train de comploter, de sang-froid, l'assassinat de notre propre mère. »« D'abord, trancha Carole, elle n'est pas notre vraie mère. » »« Tu as raison. » Après un silence, Raymond prononça d'une voix des plus naturelles. « Alors, tu es bien de mon avis, Carole. »« Oui, je crois qu'elle devrait mourir. Elle est folle, j'en suis certaine. Voilà des années que nous ne cessons de répéter « Cette existence ne peut continuer ainsi. » Et rien ne change. Nous pensons alors « Elle mourra bien un jour ou l'autre. » Mais elle s'accroche à la vie et ne quittera cette terre que si nous la tuons, conclut Raymond.
Carole agrippa violemment la barre d'appui de la fenêtre. Son frère poursuivit. « Un de nous deux devra s'en charger. Lennox ne fera rien, à cause de Nadine, et nous ne pourrons compter sur Ginny. » Carole frissonna. « Pauvre petite Ginny, je tremble pour elle. »« Oh, je sais. Elle ne peut en supporter davantage, n'est-ce pas ? Voilà pourquoi il faut agir et sans tarder, avant qu'elle ne succombe. » Brusquement, Carole se redressa et rejeta en arrière sa brune chevelure. « Ray, allons-nous commettre un acte très répréhensible ?» Du même ton froid, Raymond répondit. « Non, pas plus que si nous abattions un chien enragé ou supprimions un être malfaisant. Il n'existe pas d'autre moyen de l'empêcher de nuire. » Carole murmura. « Mais on nous enverra tout de même sur la chaise électrique. Nous ne pourrons jamais faire comprendre la méchanceté de cette créature. Cela passe tout ce qu'on peut imaginer. On se figurera que nous nous sommes monté la tête. Personne ne le saura. J'ai mon plan arrêté. Nous ne risquons rien. » Carole se tourna vers son frère. « Ray, je ne te reconnais plus. Il t'est sûrement arrivé quelque chose d'anormal. Qui t'a soufflé cette idée ? » « Que veux-tu dire ?» Évitant le regard de son frère, Carole précisa. « Oh, je le devine bien. Ray, serait-ce cette jeune fille dans le train ? » « Bien sûr que non. Que vas-tu chercher là ? Voyons, Carole, parlons sérieusement et revenons à... Ton plan ? Es-tu bien sûr qu'il soit pratique ? » « Très sûr. Mais il convient d'attendre le moment propice. Alors, si tout marche bien, nous serons libres. Tous libres. » « Libres ?» Carole poussa un léger soupir et leva les yeux vers les étoiles. Puis, tout à coup, tremblant de la tête aux pieds, elle éclata en sanglots. « Carole, qu'est-ce que tu as ?» Elle balbutia à travers ses larmes. « Que tout cela est donc beau. La nuit, le ciel bleu et les étoiles. Quel monde de rêves. Si seulement nous pouvions ressembler aux autres, au lieu d'être méchants, aigris et jaloux. Mais cela viendra lorsqu'elle sera morte. » « En es-tu bien sûr ? Ce n'est pas trop tard. Ne resterons-nous pas des détraqués en marge de la vie ? Non, rassure-toi, Carole. Mais si tu préfères me laisser agir seule... » Elle repoussa son frère qui cherchait à la consoler. « Non, compte sur moi, je t'aiderai. À cause des autres. Il faut à tout prix sauver Ginny. » Raymond fit une pause. « En ce cas, notre décision est bien prise. »« Oui. »« Bon, je vais maintenant t'exposer mon plan. » Il pencha la tête vers elle. Chapitre 2. La famille Boynton. Dans le salon de lecture de l'hôtel Salomon, à Jérusalem, Miss Sarah King, docteur en médecine, debout près d'une table, feuilletait distraitement journaux et revues. Le front plissé, elle paraissait préoccupée. Un Français, de haute stature et d'âge moyen, qui venait d'entrer dans la pièce, l'observa un instant avant de s'asseoir à l'autre extrémité de la table. Lorsque leurs regards se rencontrèrent, Sarah sourit et lui fit un petit signe de tête. Cet homme l'avait aidée à transporter une de ses valises à la gare du Caire, alors qu'elle ne trouvait aucun porteur disponible. « Alors, mademoiselle, on se plaît à Jérusalem ?» demanda le docteur Gérard, après lui avoir souhaité le bonjour. « Sous certains aspects, c'est une ville épouvantable, » observa la jeune fille. « Quelle étrange chose que la religion !» Le Français parut amusé. S'exprimant en un anglais presque parfait, il reprit. « Je comprends ce que vous voulez dire. Toutes ces chamailleries et ces luttes entre les différentes sectes. »« Et que pensez-vous de l'architecture de certains édifices religieux ?»« Hélas !» Sarah poussa un soupir. « Aujourd'hui même, on m'a fait sortir d'une église parce que je portais une robe sans manches. De toute évidence, le Tout-Puissant déteste mes bras, bien qu'il les ait faits. » Le docteur Gérard éclata de rire. « J'allais commander du café. Voulez-vous me faire le plaisir, mademoiselle ? Je m'appelle King, Sarah King. » « Et voulez-vous me permettre ?»
Il prit une de ces cartes, l'offrit à Sarah, qui la lut en écarquillant des yeux admiratifs. « Vous êtes le docteur Théodore Gérard ? Quel bonheur de vous rencontrer. Je connais tous vos travaux. Votre opinion sur les schizophrénies est des plus intéressantes. » « Pas possible, fit le docteur Gérard, les sourcils relevés. « C'est que je viens de passer mon doctorat en médecine, déclara la jeune fille, embarrassée. « Ah, cette fois, je comprends. » Le docteur Gérard commanda 2 tasses de café et ils s'assirent dans un coin du salon. Le Français s'intéressait moins aux connaissances médicales de Sarah qu'à sa chevelure noire et ondulée et à sa bouche aux lèvres rouges bien dessinées. Il s'amusait de son air effaré. « Comptez-vous rester ici longtemps ?» lui demanda-t-il pour reprendre la conversation. « Quelques jours seulement. Ensuite, j'ai l'intention d'aller à Petra. »« Ah ah, moi aussi. Je pense m'y rendre si le voyage n'est pas trop long. Je dois être rentré à Paris le 14 de ce mois. »« Vous en avez pour environ 1 semaine. 2 jours pour l'aller, 2 pour visiter la ville et 2 pour le retour. Je passerai ce matin à l'agence de voyage et me renseignerai. » À ce moment, plusieurs personnes pénétrèrent dans le salon et s'assirent. Sarah les observa et baissa la voix. « Avez-vous remarqué ces gens-là dans le train, l'autre soir ? Ils ont quitté le Caire en même temps que nous. » Le docteur Gérard, ajustant son monocle, dirigea son regard vers l'autre bout de la pièce. « Des Américains ? » ?»« Oui, une famille américaine, mais des gens plutôt bizarres. »« En quel sens ? » ?»« Regardez-les. Observez surtout la vieille femme. » Le regard professionnel du médecin passa en revue les visages des nouveaux venus. Tout d'abord, il vit un grand jeune homme efflanqué, d'une 30aine d'années, au visage agréable mais sans énergie. Puis 2 jeunes gens d'une beauté frappante. Le garçon avait un profil grec. « Celui-ci est pour le moins curieux, » pensa le docteur Gérard. « Oui, il y a chez lui une forte tension nerveuse. » La jeune fille était visiblement sa sœur. Elle lui ressemblait beaucoup et semblait, elle aussi, assez surexcitée. L'œil du médecin s'arrêta ensuite sur une fillette, la figure encadrée d'un halo de cheveux blonds. Les mains sur les genoux, elle tirait sans cesse sur les coins de son mouchoir. Une femme jeune, brune et pâle, très calme, complétait le groupe, au centre duquel le docteur Gérard, dissimulant avec peine sa répulsion, apercevait une vieille femme, bouffie de graisse, immobile, qui faisait songer à un Bouddha grimaçant ou à quelque énorme araignée au milieu de sa toile. « Elle n'est pas très belle, la maman, hein ?» fit le docteur Gérard en se tournant vers Sarah. « Elle a l'air plutôt sinistre, n'est-ce pas ?» Le docteur Gérard étudia de nouveau la vieille, cette fois d'un œil clinique. « Hydropique, cardiaque, déclara-t-il. « Certes, oui, mais ne trouvez-vous pas curieuse l'attitude de tout ce petit monde autour d'elle ? » « Savez-vous qui sont ces gens-là ? » demanda le médecin. « Ce sont les Boyton. La mère, le fils marié, sa femme, un jeune fils et 2 petites filles. »« La famille Boynton en voyage, » plaisanta le docteur Gérard. « Oui, mais ils visitent les pays étrangers d'une drôle de façon. Ils n'adressent la parole à personne, et aucun d'eux ne peut lever le petit doigt sans l'assentiment de la vieille mégère. »« Elle appartient au type matriarcal, » dit pensivement Gérard. « Je la juge plutôt affreusement tyrannique. » Le docteur Gérard haussa les épaules et exprima l'avis que la femme américaine domine l'univers. « Le fait est connu. »« Oui, mais ici c'est autre chose, » insista Sarah. « Elle les tient sous sa férule. Ils la craignent. C'en est scandaleux. » « Il est malsain qu'une femme détienne trop d'autorité. D'ordinaire, elle en abuse, » dit Gérard d'un ton grave. Il lança vers Sarah un coup d'œil. Elle étudiait la famille Boynton, ou plutôt un de ses membres. Le docteur Gérard esquissa un sourire plein de sous-entendus. « Ah, je devine tout à présent, » pensa-t-il. « Vous leur avez déjà parlé ?» demanda-t-il tout bas. « Oui, du moins à l'un d'eux. » «
Au jeune homme? Au plus jeune? Oui, dans le train de Kantara. Il était debout dans le couloir et je lui ai adressé la parole. Sarah n'avait rien d'une jeune fille timide. Elle s'intéressait à toute l'humanité et la considérait avec bienveillance, tout en conservant son sens critique. « Pourquoi lui avez-vous parlé ?» demanda Gérard. « Pourquoi m'en serais-je privé ? En voyage, je bavarde souvent avec mes compagnons de route. J'étudie les gens, leurs actes, leur façon de penser et de sentir. Autrement dit, vous les mettez sous votre microscope. Si vous voulez. Et quelles sont vos impressions sur ces Américains ? Ma foi, dit-elle avec hésitation, elles sont assez curieuses. D'abord, le jeune homme a rougi jusqu'à la racine des cheveux. Que voyez-vous là d'extraordinaire ? Demanda sèchement Gérard. Sarah éclata de rire. Vous pensez qu'il m'a prise pour une effrontée qui lui faisait des avances ? En vérité, je ne le crois pas. Les hommes devinent toujours à quel genre de femme ils ont affaire, n'est-ce pas ? Elle lui lança un coup d'œil interrogateur. Le docteur Gérard acquiesça d'un mouvement de tête. Il m'a fait l'impression, poursuivit Sarah d'une voix lente, d'être, comment vous expliquer, à la fois troublée et effrayée. C'est inconcevable, car d'habitude, les Américains conservent leur sang-froid. Un jeune Yankee de 20 ans possède une connaissance de la vie plus grande et beaucoup plus de sens pratique qu'un Anglais du même âge. Or, le jeune Boynton doit avoir plus de 20 ans. Je lui donne 23 ou 24 ans. Tant que cela ? Oui. Vous avez peut-être raison. Seulement, il paraît très jeune. Mentalité faible, caractère où persiste encore un côté enfantin. Alors, je ne me trompe pas. Il y a chez lui quelque chose d'anormal. Le docteur Gérard haussa les épaules et sourit. Ma chère demoiselle, existe-t-il beaucoup de gens vraiment normaux ? Je vous accorde d'ailleurs que cet adolescent est en proie à une sorte de névrose. Dû à cette horrible femme, sans aucun doute. Vous semblez la détester, dit Gérard, regardant la jeune femme d'un air intrigué. Oui, elle me déplaît. Elle a le mauvais œil. Comme beaucoup de mères lorsque leurs fils sont fascinés par de jolies filles. Agacée, Sarah haussa les épaules. Ces Français étaient toujours les mêmes. Ils ne songeaient qu'aux femmes. Son esprit allait s'égarer dans ses considérations familières quand elle vit Raymond Boynton se lever pour se rendre à la table du milieu et y choisir un magazine. Comme il passait près de la chaise de Sarah, en regagnant sa place, la jeune fille lui demanda « Avez-vous bien visité la ville aujourd'hui ?» Comment allait-il accueillir sa question ? S'arrêtant à peine, Raymond rougit, effarouché, et son œil craintif se dirigea vers le centre de son groupe familial. Il murmura « Ma foi, oui, certainement, je… » Puis, comme sous la piqûre d'un coup d'éperon, il rejoignit en hâte les siens, emportant son magazine. La femme aux traits grotesques de Bouddha tendit une main épaisse, mais comme elle prenait le périodique, ses yeux, ainsi que le constata le docteur Gérard, ne quittèrent pas le visage du jeune homme. En guise de remerciement, elle émit un grognement, puis elle tourna légèrement la tête et considéra Sarah. Son masque demeurait impassible. Impossible de deviner ce qui se passait dans l'esprit de cette femme. Sarah consulta sa montre et se leva, s'exclamant « Je ne croyais pas qu'il fût si tard. Merci beaucoup, docteur Gérard, de m'avoir offert cette tasse de café. Maintenant, il faut que je fasse un peu de correspondance. » Le médecin lui serra la main. « Nous nous reverrons, je l'espère. »« Certainement. Peut-être viendrez-vous à Petra ?»« J'essayerai. » Sarah sourit et s'éloigna. Pour sortir, elle passa près de la famille Boynton. Le docteur Gérard observait la scène. Madame Boynton se tourna vers son fils. La mère et le fils s'entre-regardèrent, puis Raymond Boynton tourna la tête, non pas vers la jeune fille, mais du côté opposé, d'un mouvement long et contraint. La vieille Madame Boynton venait de tirer sur une ficelle invisible.
Sarah s'aperçut du manège et en fut blessée. Elle et Raymond avaient eu ensemble une si aimable conversation dans le couloir oscillant des wagons-lits. Ils avaient comparé leurs souvenirs d'Égypte, s'étaient amusés du stupide jargon des âniers et des camelots. Sarah avait raconté qu'un chamelier lui ayant demandé, plein d'espoir et d'insolence, « Vous, lady américaine ou anglaise ?» Elle lui avait répondu « Non, chinoise ». Elle avait ri en voyant la déception peinte sur le visage de l'indigène. Raymond s'était comporté comme un collégien sérieux, aimable et empressé. Et maintenant, sans rime ni raison, il se montrait timide, rustre, presque grossier. « Ce garçon-là ne m'intéresse plus du tout », songea Sarah, indignée. Sans être orgueilleuse à l'excès, elle possédait une haute opinion d'elle-même. Elle se savait séduisante et n'acceptait pas d'être dédaignée de l'élément masculin. Peut-être avait-elle témoigné une amitié exagérée à ce jeune garçon que, pour une cause inconnue, elle avait pris en pitié. Mais, à présent, plus de doute, ce n'était qu'un malotru, suffisant et malpoli par-dessus le marché. Au lieu de faire sa correspondance comme elle l'avait annoncé au docteur Gérard, Sarah King s'assit devant sa table de toilette, brossa ses cheveux en arrière de son front, regarda dans la glace ses yeux troublés et fit l'inventaire de sa jeune existence. Elle venait de traverser une crise sentimentale aiguë. 1 mois auparavant, elle avait rompu ses fiançailles avec un médecin de 4 ans son aîné. Bien qu'attirés l'un vers l'autre, ils avaient des tempéraments trop semblables et, à tout bout de champ, surgissaient entre eux des querelles et des désaccords. Sarah était elle-même trop autoritaire pour accepter froidement la domination d'un homme. Comme beaucoup de femmes, elle s'imaginait admirer la force. Elle s'était dit qu'elle aimerait un homme capable de la dompter. Lorsqu'elle avait rencontré ce maître tant désiré, elle s'était aperçue qu'elle s'était trompée sur elle-même. Cette rupture lui avait brisé le cœur, mais elle avait eu assez de bon sens pour comprendre que le seul attrait physique ne constitue pas une base suffisante pour assurer toute une vie de bonheur. En manière de consolation, elle s'était accordé des vacances à l'étranger avant de se remettre sérieusement au travail. Au bout d'un instant, elle revint aux réalités présentes. « Je me demande, songeait-elle, si le docteur Gérard me permettrait de discuter avec lui de ses œuvres. Elles sont tellement admirables. Si au moins il me prenait au sérieux. Peut-être s'il vient à Petra. » Puis elle reporta ses pensées sur le jeune Américain. Bien qu'elle ne doutât pas que seule la présence de sa famille lui eût dicté sa conduite, elle éprouvait pour lui un dédain où entrait un peu de rancune. Se soumettre ainsi à la férule maternelle, c'était vraiment peu viril. Et pourtant, une impression bizarre s'empara d'elle. Sûrement, il devait se passer quelque drame dans cette famille. Soudain, elle prononça tout haut ces paroles. « Ce garçon a besoin qu'on le sauve. Je vais m'y employer. » Chapitre 3. Diagnostic. Lorsque Sarah quitta le salon, le docteur Gérard demeura assis encore quelques minutes. Puis il alla prendre sur une table le dernier numéro du Figaro et s'installa dans un fauteuil à quelques mètres de la famille Boynton. Tout d'abord, il s'était amusé de l'intérêt pris par la jeune Anglaise pour cette famille américaine, découvrant malicieusement qu'il était inspiré par un seul des membres de la famille. Mais à présent, ces gens éveillaient chez lui la curiosité de l'homme de science. Discrètement abrité par son journal, il les étudia. D'abord, le jeune garçon, objet de l'attention particulière de la jolie fille d'Albion. De toute évidence, pensait Gérard. C'était bien le jeune homme qui devait répondre au tempérament de Sarah King, femme énergique, aux nerfs solides, à la tête froide et à la forte volonté. Le docteur Gérard le jugeait sensible, intelligent, timide et très influençable. Ses yeux de médecin discernaient en cet adolescent une vive tension nerveuse. Intrigué,
Il se demandait pourquoi ce jeune homme, dont la santé physique ne faisait aucun doute et qui voyageait à l'étranger pour son plaisir, était en proie à cette crise aiguë. L'attention du docteur Gérard se reporta ensuite sur les autres membres de la famille. La jeune fille aux cheveux châtains était la sœur de Raymond. Tous deux offraient le même type physique, ossature délicate, bien proportionnée, avec, en outre, une distinction naturelle. Ils avaient tous deux les mains fines, le même visage ovale et le même port de tête sur un cou long et mince. Elle aussi donnait des signes de nervosité. Elle faisait de petits mouvements involontaires et ses yeux bistrés luisaient d'un éclat particulier. Lorsqu'elle parlait, sa voix était saccadée et haletante. « Elle aussi a peur », songea le docteur Gérard. « Oui, elle a peur. » Il surprit quelques bribes de leur conversation. Des propos très ordinaires. « Nous pourrions visiter les écuries de Salomon, n'est-ce pas ? Ne serait-ce pas un peu trop fatigant pour mère ? Si nous allions ce matin au mur des Lamentations. Le temple, naturellement. La mosquée d'Omar, comme on l'appelle. Je me demande pourquoi. Parce qu'on l'a transformée en mosquée musulmane, les Nox. Somme toute, des réflexions banales de touristes. Pourtant, le docteur Gérard était convaincu que sous ces propos anodins se cachaient des sentiments tumultueux et trop profonds pour qu'on pût les exprimer. De nouveau, il jeta un coup d'œil à la dérobée vers le groupe. Les Nox, c'était le frère aîné. On retrouvait chez lui un air de famille avec ses deux cadets. Il paraissait plus calme, mais semblait bizarre, lui aussi. Gérard, intrigué, fouilla dans ses souvenirs. Ce jeune homme lui rappelait certains malades placidement assis dans les salles d'hôpital. Il est épuisé, à bout de souffrance. Il a le regard d'un chien blessé ou d'un cheval malade. Résignation muette et animale. Cela aussi me semble étrange. Il ne fait aucun doute que, récemment, cet être-là a subi d'atroces tortures mentales. Maintenant, il est résigné. Il attend le coup, prêt à fondre sur lui. Quel coup ? Serais-je le jouet de mon imagination ? Non, cet homme attend. Attend un dénouement quelconque, comme le cancéreux attend la bienfaisante piqûre qui endormira sa douleur. Lennox Boynton se leva et ramassa la pelote de laine que la vieille dame avait laissé échapper. « Tenez, mère. »« Merci. » Que pouvait tricoter cette vieille femme impassible et monumentale ? Quelque article rugueux et grossier ? Des mitaines pour les pensionnaires d'un hospice, se dit Gérard, souriant à cette idée saugrenue. Il consacra ensuite son attention à la cadette de la famille, la jeune fille à la chevelure mordorée. Elle pouvait avoir dans les 19 ans. Sa peau avait une nuance claire et lumineuse, apanage ordinaire des rousses. Malgré sa maigreur, son visage était beau. La jolie enfant souriait, les yeux dans le vague. Son esprit vagabondait loin de l'hôtel Salomon, loin de Jérusalem. La vue de ce sourire figé et légèrement énigmatique, évoquant celui des vierges de l'Acropole, serra le cœur du médecin. Avec étonnement, il remarqua les mains de la jeune fille, dissimulées au reste du groupe par la table. Ses doigts nerveux déchiquetaient un délicat mouchoir de batiste. Il demeura interdit devant ce sourire irréel, ce corps immobile et ces mains qui détruisaient. Chapitre 4. Nadine. Il y eut une toux sifflante d'asthmatique, puis la femme monumentale qui tricotait prit la parole. « Geneviève, tu es fatiguée, va te coucher. » La jeune fille sursauta, ses doigts s'immobilisèrent. « Je ne suis pas fatiguée, mère. » Gérard remarqua le ton mélodieux de la voix chantante, qui prêtait un certain charme aux phrases les plus ordinaires. « Tu es fatiguée, je sais ce que je dis. Demain, tu ne pourras faire aucune excursion. »« Oh si, mère, je me sens tout à fait bien. » D'une voix rauque
épaisse et agaçante, la mère insista. « Non, tu n'es pas bien. Va au lit, te dis-je. »« Non, non. » La jeune fille se mit à trembler. « Je monterai avec toi, Ginny, » dit une voix. La jeune femme, aux grands yeux gris, au visage pensif et à la chevelure sombre, bien coiffée, se leva. La vieille Madame Boynton intervint. « Non, qu'elle monte seule. »« Je veux que Nadine m'accompagne, » cria Ginny. « Mais oui, je monte avec toi, » répéta la jeune femme, faisant un pas en avant. La vieille répliqua. « La petite préfère aller seule se coucher, n'est-ce pas, Ginny ?» Un court silence. Puis Geneviève Boynton dit, sur un ton quasi indifférent. « En effet, je préfère. Merci, Nadine. » Elle s'éloigna avec une grâce surprenante. Le docteur Gérard abaissa son journal et observa à loisir la vieille Mrs. Boynton. Elle suivait sa fille du regard, et sa figure boursouflée, qui semblait sourire, apparaissait comme la caricature du sourire angélique qui avait tout à l'heure transfiguré le visage de Geneviève. Les yeux de la vieille femme se portèrent ensuite sur Nadine, qui venait de se rasseoir. L'air imperturbable, Nadine soutint le regard méchant de sa belle-mère. « A-t-on jamais vu pareille tyrannie ?» songea Gérard. Brusquement, le regard de Mrs. Boynton s'arrêta sur Gérard. Le médecin, déjà, l'avait jugé. Il ne s'agissait pas ici d'une malade autoritaire et gâtée, qu'on apaise en satisfaisant ses menus caprices. Cette vieille femme possédait une personnalité prodigieuse. Dans ses prunelles luisait la lueur mauvaise des yeux du cobra. Bien qu'âgée, infirme et malade, Mrs. Boynton conservait une indiscutable énergie. Elle connaissait sa puissance, l'avait exercée toute sa vie durant et n'avait jamais douté d'elle. Le docteur Gérard avait autrefois connu une femme qui exécutait des tours très dangereux dans la cage aux tigres. À sa voix, les grands fauves se glissaient à leur place et accomplissaient leur travail dégradant. Leurs yeux et leurs grognements contenus trahissaient une haine profonde. Cependant, ils obéissaient. Cela parce que la dompteuse, jeune et douée d'une beauté altière, possédait un regard ressemblant à celui de Mrs. Boynton. Le docteur Gérard commençait à comprendre ce que dissimulaient les propos innocents de la famille. La haine. Une haine sombre et farouche. « Ma parole, se dit-il, si mes amis le savaient, ils me traiteraient d'idiot. Quelle idée me prend de tisser un drame ténébreux autour de cette famille américaine des plus ordinaires, venue tout bonnement se distraire en Palestine. » Il considéra avec intérêt la jeune femme appelée Nadine. Elle portait une alliance à la main gauche. En ce moment, elle jetait un rapide coup d'œil sur le grand blond, Lennox. Alors, il comprit tout. Ces deux êtres-là étaient mari et femme. Pourtant, elle avait lancé vers l'homme un regard de mère plutôt que d'épouse, un regard protecteur, empreint de sollicitude. Le médecin, dans le même instant, découvrait autre chose. De tout ce groupe, Nadine Boynton était la seule qui échappait à la tyrannie de sa belle-mère. Peut-être détestait-elle la vieille femme, en tout cas, elle ne la craignait point. Si elle souffrait, c'était à cause de son mari. Pour elle, la puissance de sa belle-mère ne la touchait pas. « Voilà qui devient passionnant », songea le docteur Gérard. Chapitre 5. Mr. Jefferson Cope. Tandis que le médecin se livrait à ses spéculations peu réjouissantes, un homme entra dans le salon, aperçut la famille Boynton et se dirigea vers le groupe. C'était un Américain d'âge moyen, d'aspect sympathique, le type classique du Yankee, élégamment vêtu, le visage rasé de près, la voix agréable et quelque peu monotone. « Je vous cherchais », annonça-t-il. Cérémonieusement, il serra la main de tous les membres de la famille. « Comment vous portez-vous, Madame Boynton ? Le voyage ne vous a pas trop fatigué ?» Avec un semblant de grâce, la vénérable dame répondit d'une voix sifflante.
Non, merci. Comme vous le savez, ma santé est toujours précaire. Oui, c'est bien fâcheux. Mais cela ne va pas plus mal. Elle ajouta, avec un sourire de reptile. Nadine s'occupe bien de moi, n'est-ce pas, Nadine? Je fais de mon mieux, mère. Je n'en doute pas, dit le nouveau venu. Eh bien, Lennox, que pensez-vous de la ville du roi David? Ma foi, je n'en sais rien, répondit Lennox, d'un ton veule. Seriez-vous déçu? Je l'avoue, j'ai éprouvé la même impression lors de mon arrivée. Mais vous n'avez pas encore tout vu. Bien sûr, dit Carol Boynton. Nous ne pouvons visiter grand-chose à cause de mère. Mrs. Boynton expliqua. 2 heures de promenade, c'est tout ce que je peux faire dans une journée. Mais c'est merveilleux, Madame Boynton, s'empressa de dire le nouveau personnage. Mrs. Boynton grogna. Je n'écoute pas ma lassitude physique. Pour moi, seul l'esprit compte. Oui, l'esprit. Sa voix s'éteignit. Gérard vit Raymond Boynton réprimer un geste nerveux. « Êtes-vous allé au mur des lamentations, monsieur Cope ?» demanda le jeune homme. « Naturellement. Ce fut une de mes premières visites ici. Dans 2 jours, j'aurai vu tout Jérusalem et Cook me dressera un itinéraire pour le reste de la Terre Sainte. Bethléem, Nazareth, Tibériade et la mer de Galilée. Tout cela sera passionnant. Puis il y a Jerash, avec d'intéressantes ruines romaines. J'aimerais jeter un coup d'œil sur la ville rose de Pétra, un phénomène naturel très remarquable. Mais cette excursion sort un peu de l'ordinaire, et il faut au moins 1 semaine pour la faire convenablement. Oui, elle vaut d'être vue. Monsieur Cope fit une pause, lança un regard hésitant vers Mrs. Boynton, puis ajouta. Pourrais-je persuader quelques-uns d'entre vous de m'accompagner? Bien entendu, Madame Boynton, je sais que c'est impossible pour vous, et certains de vos enfants voudront rester à vos côtés. Mais si vous devez partager vos effectifs, si j'ose m'exprimer ainsi... Nous sommes une famille très unie. Qu'en dites-vous, mes enfants? Je ne crois pas que nous tenions à nous séparer. Sa voix sonnait étrangement, et les protestations affluèrent, rapides. « Oh non, mère, non, mère !»« Vous voyez, fit Mrs. Boynton, avec un triomphant sourire. « Ils ne veulent pas me quitter. Et vous, Nadine? Vous n'avez rien dit. Moi non plus, mère. À moins que Lennox n'y tienne. » Mrs. Boynton tourna la tête vers son fils. « Eh bien, Lennox, qu'en penses-tu? Pourquoi n'accompagnerais-tu pas Nadine? Elle brûle d'envie d'y aller. » Il sursauta. « Ma foi, non. Je crois préférable que nous restions ici, tous ensemble. » Monsieur Cope déclara avec une gaieté un peu forcée. « Vous formez, en effet, une famille très unie. »« Nous nous suffisons, » dit Mrs. Boynton, en roulant sa pelote de laine. « À propos, Raymond, qui est cette jeune personne qui te parlait tout à l'heure ?» Nerveux, Raymond rougit, pâlit et répondit. « Je ne sais pas son nom. Elle était dans le même train que nous. » Lentement, avec de grands efforts, Mrs. Boynton essaya de se soulever de son siège. « Nous n'aurons pas grand commerce avec elle, je crois. » Nadine aida la vieille dame à sortir de son fauteuil. « Nous allons nous coucher, » fit Mrs. Boynton. « Bonne nuit, monsieur Cope. »« Bonne nuit, Madame Boynton. Bonne nuit, Madame Lennox. » Toute la famille s'éloigna, en une petite procession. Il ne vint à aucun des jeunes gens l'idée de rester en arrière. Monsieur Cope les regarda sortir, une expression bizarre sur ses traits. Le docteur Gérard savait par expérience que les Américains se lient facilement en voyage. Ils ne possèdent pas, sur ce point, les mêmes préjugés que certains Anglais. Pour un homme du monde tel que le docteur Gérard, rien n'était plus facile que de nouer connaissance avec M. Cope. L'Américain ne demandait pas mieux que de bavarder avec un aimable compagnon. Le médecin lui tendit sa carte. M. Jefferson Cope y jeta les yeux et parut très impressionné.
Le docteur Gérard, fit-il. C'est bien vous qui, récemment, faisiez une tournée aux États-Unis? Oui, l'automne dernier. J'ai donné une série de conférences à l'université d'Harvard. Vous tenez, docteur, une place éminente dans votre profession. À Paris, votre nom fait autorité. Cher monsieur, vous m'emplissez de confusion. Je proteste. Non, non, c'est pour moi un insigne honneur de causer avec vous. Le fait est qu'il se trouve en ce moment à Jérusalem des visiteurs de marque. Vous, Lord Weldon, et le financier Gabriel Steinbaum. Il y a aussi l'archéologue anglais Sir Manders Stone, ainsi que Lady Westholme, très connue dans les milieux politiques, sans oublier le fameux détective belge Hercule Poirot. Le petit Hercule Poirot est ici. J'ai remarqué son nom dans le journal local parmi les nouveaux arrivés. On dirait que le monde entier s'est donné rendez-vous à l'hôtel Salomon. Un établissement de premier ordre, d'ailleurs, décoré avec beaucoup de goût. Monsieur Jefferson Cope paraissait enchanté de la rencontre. Le docteur Gérard, quand il voulait, savait se rendre sympathique. Au bout de peu de temps, les deux hommes se rendirent au bar. Après 2 cocktails, Gérard demanda « Dites-moi, cher monsieur, les gens à qui vous parliez tout à l'heure représentent-ils le type classique de la famille américaine ?» Jefferson but son verre à petites gorgées et réfléchit un moment. « Non, je ne dirais pas que c'est là le type de la famille américaine. » Pourtant, ils semblent très unis. Vous voulez dire que tous vivent dans l'ombre de la vieille dame? Cette femme, il est vrai, est remarquable. Non. Il n'en fallait pas davantage pour délier la langue de M. Cope. Laissez-moi vous apprendre, docteur, que j'ai beaucoup observé cette famille tous ces derniers temps. Cela me soulagera d'en causer avec vous, si je ne vous ennuie pas. M. Gérard ayant protesté, M. Jefferson Cope continua d'une voix lente. Mrs. Boynton, je dois le dire avant tout, est de mes amies. Je ne parle pas de la belle-mère, mais de la jeune Mrs. Lennox Boynton. C'est bien la charmante jeune personne aux cheveux noirs. Oui, Nadine. Nadine Boynton. Elle possède un caractère d'or. Je l'ai connue avant son mariage, alors qu'elle était nurse dans un hôpital. Elle est entrée comme infirmière chez les Boynton et a épousé le jeune Lennox. Monsieur Jefferson avala une gorgée de son cocktail et reprit. Si je ne vous importune pas, monsieur Gérard, je vais vous raconter l'histoire de la famille Boynton. Cela m'intéressera beaucoup. Eh bien, voici. Feu Elmer Boynton était un homme agréable et très connu. Il se maria 2 fois. Sa première femme mourut alors que Carole et Raymond étaient encore au berceau. La seconde, Mrs. Boynton, paraît-il, était alors une femme superbe. Évidemment, quand on la regarde à présent, cela semble impossible. Son mari ne voyait que par elle et se rangeait à son avis en toute occasion. Quelques années avant sa mort, il demeura infirme, et sa femme s'occupa seule de l'éducation des enfants, avec beaucoup d'intelligence et de savoir-faire. Après le décès d'Elmer Boynton, elle se voua entièrement à sa famille. La dernière, Geneviève, la jolie petite rousse, un peu délicate, est sa propre fille. Mrs. Boynton a couvé sa famille. Croyez-vous, docteur Gérard, que ce soit là une bonne méthode d'éducation? Certes non. On étouffe ainsi la personnalité des enfants. Vous exprimez fort exactement ma pensée. Mrs. Boynton protégeait sa famille de tout contact avec le monde extérieur. Résultat, tous sont extrêmement nerveux, impressionnables au possible. Ils ne peuvent se lier d'amitié avec personne. C'est fâcheux. Très fâcheux, en effet. Je ne doute pas des bonnes intentions de Mrs. Boynton, mais sa sollicitude va trop loin. Tous ses enfants vivent-ils avec elle? Oui. Aucun des 2 garçons ne travaille? Non. Elmer Boynton avait fait un très gros héritage et il a laissé son immense fortune à sa femme. À la condition, toutefois, qu'elle entretiendrait toute la famille. Ainsi, financièrement, les enfants dépendent d'elle. Oui.
et elle les encourage à vivre au foyer sans chercher d'occupation au dehors. Rien ne les oblige à se créer une situation, mais, à mon sens, pour les garçons tout au moins, le travail constitue un excellent tonique. Autre chose, ils vivent plus ou moins comme des ours. Ils ne jouent pas au golf et n'appartiennent à aucun cercle. Fuyant les bals et la société des autres jeunes gens, ils habitent une véritable caserne en pleine campagne, à plusieurs kilomètres de toute agglomération. Je vous le répète, docteur Gérard, cette méthode d'éducation me semble stupide. À moi aussi. Aucun d'entre eux n'est sociable. Ils sont très unis, mais en dehors de la famille, ils ne connaissent personne. Il n'y en a pas un qui ait cherché à s'évader de cette influence ? Pas que je sache. Ils ne réagissent pas. En rendez-vous responsable, Mrs. Boynton ? Jefferson répondit avec un certain embarras. Oui, jusqu'à un certain point. Elle a mal élevé ses enfants. Cependant, lorsqu'un jeune homme atteint l'âge adulte, il a le droit de ruer dans les brancards et de quitter les jupons de sa mère, s'il aime un peu l'indépendance. C'est peut-être impossible. Comment impossible ? Mon cher monsieur Cope, il existe des moyens d'empêcher un arbre de croître ? Cope ouvrit de grands yeux. Voyons, docteur Gérard, tous ces enfants se portent à merveille. L'esprit, comme le corps, peut se rabougrir et se déformer. Ils sont pourtant d'une intelligence au-dessus de la moyenne. Gérard poussa un soupir. Jefferson Cope poursuivit. Croyez-moi, docteur Gérard, chacun de nous possède son libre arbitre. Un homme digne de ce nom se libère de la servitude et accomplit son destin. Il ne reste pas immobile à se tourner les pouces. Quel respect une femme pourrait-elle éprouver pour un individu pareil ? Gérard le considéra quelques instants et dit « Vous faites surtout allusion à M. Lennox Boynton ?» C'est effectivement à lui que je pensais. Raymond n'est guère encore qu'un enfant, mais Lennox approche de la trentaine. Il est grand temps qu'il montre ce dont il est capable. Sa femme doit mener une existence pénible. Nadine est une femme admirable, et je l'estime plus que je ne saurais dire. Jamais on ne l'entend se plaindre. Mais je la sais malheureuse. Vous n'avez pas idée de son martyre. Je le devine. La patience d'une femme a des limites. À la place de Nadine, je mettrais le marché en main à Lennox. Ou bien il me montrerait qu'il est un homme, ou bien elle le quitterait. Nadine n'a-t-elle pas le droit de vivre sa vie ? Si Lennox n'apprécie pas ses qualités, un autre la trouvera à son goût. Vous, par exemple. L'Américain rougit, se redressa et regarda son interlocuteur avec dignité. Mais oui, et je n'ai pas honte de l'avouer. Je respecte cette jeune femme. Je lui suis très attaché et je ne désire que son bonheur. Si je la savais heureuse auprès de Lennox, je disparaîtrais à jamais de sa vue. Mais dans les circonstances actuelles, je suis là, j'attends ses ordres. Vous êtes, en somme, un parfait chevalier. Plaît-il ? Mon cher monsieur, on ne trouve de pareils sentiments que chez les Américains. Vous servez la dame de vos pensées sans aucun espoir de récompense. C'est admirable. En quoi comptez-vous lui être utile ? Je l'ignore, mais elle me trouvera toujours prêt à répondre à son appel. Puis-je connaître l'attitude de la vieille Mrs. Boynton à votre égard ? Jefferson Cope répondit d'une voix lente. Je ne suis jamais sûr de ce que pense la vieille dame. Comme je vous l'ai déjà dit, elle n'aime fréquenter personne. Quant à moi, je n'ai rien à lui reprocher. Très aimable, elle me traite comme un membre de sa famille. En d'autres termes, elle approuve votre amitié pour Mrs. Lennox. Oui. Le docteur Gérard haussa les épaules. Tout cela me paraît plutôt bizarre. Jefferson Cope se cabra. Je vous assure, docteur Gérard, qu'il n'y a rien de malhonnête dans nos relations. Mon amour est purement platonique. Je n'en doute pas. Cependant, laissez-moi vous répéter que je m'étonne de voir la vieille Mrs. Boynton encourager ses sentiments. Sachez-le, monsieur Cope,
Mrs. Boynton m'intéresse énormément. C'est une femme étonnante, douée d'une grande force de caractère et d'une personnalité exceptionnelle. Elmer, son mari, appréciait fort son jugement, à tel point qu'il a placé ses enfants sous son entière dépendance, au point de vue financier. Dans mon pays, Monsieur Cope, la loi interdit pareils agissements. Monsieur Cope se leva. En Amérique, dit-il, nous sommes partisans de la liberté absolue. Le docteur Gérard, nullement impressionné par cette remarque, quitta également son siège. Lui aussi, il avait entendu proférer semblable absurdité par des individus de toute nationalité. On a vite fait de croire que la liberté est l'apanage de sa race. Quelle illusion! Le docteur Gérard était plus sage. Il savait qu'aucune race, aucun pays, aucun individu ne jouit de la liberté. Mais il reconnaissait volontiers qu'il existe des degrés dans la servitude. Pensif, il monta dans sa chambre et alla se coucher. Chapitre 6. L'ancienne gardienne de prison. Sarah se tenait dans les parages du temple d'Aram-esh-Shérif, le dos tourné au dôme du rocher. Elle écoutait le murmure des fontaines. Des touristes allaient et venaient sans troubler la sérénité de l'ambiance. Sarah songeait que jadis ce plateau, qui avait servi d'air à battre aux Jébuséens, avait été acquis par le roi David pour 600 cycles d'or et transformé en lieu saint. Aujourd'hui, on y entendait les idiomes de toutes les nations du globe. Elle se détourna pour contempler la mosquée et se demanda si le temple de Salomon était aussi beau. Un bruit de pas résonna non loin d'elle. Un petit groupe sortait de la mosquée. C'étaient les Boynton, escortés d'un guide loquace. Lennox et Raymond soutenaient leur mère. Nadine et M. Cope les suivaient. Carole fermait la marche. Après une hésitation, celle-ci se retourna et, sans faire de bruit, traversa la cour, rejoignant Sarah, qu'elle venait d'apercevoir. « Excusez-moi, fit-elle haletante. Il faut que je vous parle. » « Que se passe-t-il » Carole, très pâle, tremblait comme une feuille. « C'est au sujet de mon frère. Lorsque, hier soir, vous lui avez adressé la parole, vous avez dû le juger bien impoli, mais ce n'est pas sa faute. Il ne pouvait agir autrement. Je vous supplie de me croire. » Toute cette scène parut absurde aux yeux de Sarah. Sa fierté et son tact s'en trouvaient offusqués. Pourquoi cette inconnue venait-elle, à la dérobée, lui présenter des excuses pour la grossièreté de son frère ? Elle fut sur le point de lui répondre vertement, mais elle se ravisa. La gêne peinte sur les traits de son interlocutrice la frappait, et ce côté de la nature de Sarah, qui l'avait poussée à embrasser la carrière médicale, réagit devant l'angoisse de la jeune fille. Elle lui dit d'un ton encourageant: « Je vous écoute, mademoiselle. »« Il vous a parlé dans le train, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, ou plutôt c'est moi qui lui ai adressé la parole. Il n'en pouvait être autrement. Mais hier soir, Ray avait peur. »« Peur de quoi ?» Le visage de Carole s'empourpra. « Oui, je sais, cela semble absurde, ridicule. Vous comprenez, ma mère est malade. Elle nous interdit de parler aux autres. Mais je suis certaine que Ray serait heureux d'être votre ami. » Ce début intrigua Sarah. Avant qu'elle ait pu répondre, Carole continuait. « Je sais que vous allez me trouver stupide, mais nous sommes une drôle de famille. » Elle jeta un rapide coup d'œil autour d'elle, comme une bête traquée, et ajouta: « Je m'en vais. On va se demander ce que je suis devenue. » Sarah prit alors une décision. « Pourquoi ne resteriez-vous pas avec moi si vous le désirez ? Nous pourrions rentrer ensemble. »« Non, » fit Carole en reculant, « je n'ose pas. »« Pourquoi ? » ?»« Impossible, ma mère serait... » Sarah lui dit d'une voix sereine. « Les parents ne se rendent pas toujours compte que leurs enfants grandissent. Ils s'obstinent à vouloir diriger tous leurs actes. Il ne faut pas se laisser faire. Chacun doit défendre ses droits.
Vous ne comprenez pas, pas du tout, murmura Carole, dont les mains se tordaient nerveusement. Sarah insista. On cède parfois afin d'éviter des scènes, toujours désagréables, mais à mon avis, la liberté vaut qu'on lutte pour elle. La liberté, répéta Carole, regardant fixement Sarah. Aucun de nous n'a encore été libre et ne le sera jamais. Vous racontez des sottises, s'exclama Sarah. Carole se pencha vers elle et lui toucha le bras. Écoutez, je vais essayer de vous faire comprendre. Avant son mariage, ma mère, ou plutôt ma belle-mère, était gardienne dans la prison dont mon père était le gouverneur. Près de nous, elle continue son métier de geôlière. Voilà pourquoi notre existence ressemble à celle des prisonniers. De nouveau, elle regarda autour d'elle. On s'est aperçu de mon absence. Il faut que je me sauve. Comme elle s'enfuyait, Sarah la retint par le bras. « 1 minute, nous nous reverrons pour bavarder. Inutile, jamais je ne le pourrai. »« Mais si, fit Sarah d'un ton autoritaire. Quand tout le monde sera couché, venez me retrouver dans ma chambre. C'est le 319. Retenez bien, 319. » Elle lui lâcha le bras et Carole courut rejoindre les siens. Sarah la suivit des yeux. Le docteur Gérard, qui arrivait derrière elle, la tira de ses réflexions. « Bonjour, mademoiselle King. Vous parliez à Miss Carole Boynton ?»« Oui, nous venons d'avoir ensemble une conversation extraordinaire. Laissez-moi vous raconter cela. » Elle répéta en substance leur entretien. « Ainsi, dit Gérard, elle était gardienne de prison. Tout s'explique. »« Vous croyez que sa tyrannie vient de son ancien métier ?» Gérard hocha la tête. « Non, je la soupçonne plutôt d'avoir choisi ce métier par amour de la tyrannie, pour associer un secret désir d'opprimer ses semblables. » Son visage devint grave. Il reprit. « D'étranges instincts se cachent dans notre subconscient. La soif de domination, la cruauté, le besoin de détruire. Oui, Miss King, nous portons en nous cette volupté du meurtre et de la sauvagerie, héritage de notre passé barbare. Nous fermons la porte et nous refusons de les écouter, mais ces instincts sont parfois trop forts. » Sarah frémit. « Voyez ce qui se passe autour de nous, » continua Gérard. « Étudiez de près les passions politiques et ceux qui, de nos jours, conduisent les hommes. On constate une réaction contre l'humanitarisme, la pitié et la fraternité humaine. Parfois, les idées paraissent excellentes. Un régime prudent, un gouvernement bienfaisant, mais imposé par la force et ne s'appuyant que sur la cruauté et la peur. Ces apôtres de la violence ouvrent la porte à la sauvagerie primitive, à la cruauté sadique. Le problème est compliqué, je vous l'accorde. L'homme est un animal équilibré. Une nécessité primordiale s'impose à lui, se survivre. Aller trop de l'avant lui est aussi funeste que de traîner en arrière. Il doit se survivre. Pour cela, il est souvent contraint de conserver une partie de l'ancienne sauvagerie, mais il ne doit en aucun cas la déifier. Après un silence, elle demanda « Alors, selon vous, la vieille Mrs. Boynton est une espèce de sadique ?» « J'en suis presque certain. Je crois qu'elle se complaît à faire souffrir. Je parle d'une souffrance mentale et non physique. Le cas est plus rare et plus difficile à étudier. »« C'est inconcevable, » dit Sarah. « Cette vieille prend plaisir à tyranniser les siens, » conclut-il. « Je le crois, mais pourquoi ne se libère-t-il pas de sa tutelle ? Rien ne les en empêche. » Gérard hocha la tête. « Là-dessus, vous faites erreur. Connaissez-vous la vieille expérience du coq ? On trace une ligne à la craie sur le sol et on y applique le bec du volatile. Le coq s'imagine qu'il est attaché et ne peut même lever la tête. Il en va de même pour ces malheureux. Elle les domine depuis leur plus tendre enfance et exerce sur eux une influence terrible. Elle les a hypnotisés au point qu'ils ne peuvent lui désobéir. Évidemment, d'aucuns traiteraient nos conceptions de stupides, mais nous savons à quoi nous en tenir.
Elle leur a inculqué l'idée qu'ils dépendent d'elle absolument et en toutes circonstances. Ils sont emprisonnés depuis si longtemps que, même si la porte de leur geôle venait à s'ouvrir, ils ne s'en apercevraient pas. Pas un d'entre eux ne réclame la liberté, et tous la redoutent. D'esprit très pratique, Sarah demanda « Qu'arrivera-t-il à la mort de Mrs. Boynton ?» Gérard haussa les épaules. « Cela dépend d'abord du moment où cet événement se produira. Si elle disparaissait à présent, il ne serait peut-être pas encore trop tard. Raymond et sa sœur sont encore jeunes et malléables. Ils deviendraient sans doute des êtres normaux. Quant à Lennox, son cas me semble désespéré. Il se laisse vivre et conduire comme un animal sans volonté. Sa femme aurait dû intervenir depuis longtemps et le sortir de là, s'indigna Sarah. Elle a peut-être essayé en vain. Croyez-vous qu'elle aussi subisse le joug de Mrs. Boynton ? Non. Sa belle-mère n'exerce aucune influence sur elle et la déteste d'autant plus amèrement. Je n'arrive pas à comprendre Mrs. Lennox. Voit-elle exactement ce qui se passe ? Oh oui, elle est assez fine pour cela. Cette vieille guenon devrait être supprimée, trancha Sarah. Une goutte d'arsenic dans son thé du matin, voilà mon ordonnance. Et que pensez-vous de la plus jeune des filles, la petite aux cheveux roux et au sourire angélique ? Je ne saurais dire. Il y a là-dessous quelque chose de louche. Geneviève est la propre fille de la vieille. Oui, et on la traite différemment des autres. Gérard expliqua d'une voix lente. Lorsque le goût de la tyrannie et de la cruauté s'est emparé d'un être humain, il n'épargne personne, pas même ceux qui lui sont le plus chers. Merci pour votre écoute. Si vous appréciez, merci de liker, mettre un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre la suite. À bientôt.